L'épisode va commencer avec un bloopers de Hugo est en amour. Rain or Bienvenue à l'épisode numéro 6 des Mêlées du sport avec Phil Denis. Salut, c'est moi. Il y a Chin, il y a Chap, il y a DJ Fontana. Ben oui, le gars il dit salut lui-même. ça commence bien le podcast de cette semaine. Non, on a eu bien du fun avec notre invité d'aujourd'hui. Puis avant de vous la présenter, parlons un peu des opérations du Pile là, qui se transportent dans les quartiers, chez les gens. Et là, pour l'été, le Pile se déplace avec le food truck du côté de l'Agora. C'est ça les boys? Yes. Oui, c'est bien ça. On s'installe à l'Agora du jeudi au dimanche de midi à 19h. Et ça, rain or shine. Rain or shine. Qu'est-ce qu'on a sur le menu? Là? J'ai vu qu'il y a un nouveau sub, entre autres, cette semaine là, qui avait l'air vraiment bon là, à essayer. Mais on a-tu genre les wings? On a-tu le stock ou comment ça fonctionne? Ben, il n'y a pas vraiment peut-être le stock. On ne peut pas tout amener non, dans un food truck. Mais non, malheureusement, les wings ne sont pas là parce que c'est plus long. Je comprends. Mais on a nos burgers, des pogos, plus qu'est-ce qui est food truck. Là. Poutine, ça, on ne peut pas s'en sortir. C'est sûr qu'ils vont être là. On va avoir nos poutines, notre classique ligue de garage. Puis on va rajouter éventuellement sûrement le pulled pork puis le smoked meat éventuellement. Mais on a le poulet aussi. Puis mais sinon, on a quelques autres produits. C'est ça. Mais le sous-marin à Chin a fait fureur dimanche. Pour vrai, j'ai vu les photos passer cette semaine en ligne. J'étais comme, oh my God, j'ai pas le choix, il faut que j'essaye ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sous-marin-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, le sous-marin-là? À part les photos qui sont écœurantes, là. C'est moi qui le fais. Ben, c'est rain or shine, on va faire un tour là-bas. Et pour toutes les informations, vous allez faire un tour sur la page Facebook, les différents médias sociaux du Pile Mile. Sans plus tarder, on va jaser de notre invité d'aujourd'hui. Les boys, quelle belle rencontre qu'on a faite, Chap. T'as pas beaucoup de bonnes idées dans la vie, mais celle-là était sa coche solide. Rosanne Joly, qui est une coach de la région, une joueuse de basket qui a un parcours vraiment impressionnant, puis qui aujourd'hui se ramasse, écoute, collée à la NBA, c'est pas n'importe quoi, là, tu sais. Ah, c'est incroyable. Rose, moi, on a des amis en commun, ça fait environ 8 ans, puis je voyais beaucoup qu'il y avait beaucoup de détermination, puis c'est vraiment, vraiment le fun de l'avoir eu avec nous. On va voir, là, elle a beaucoup de drive, cette fille-là. Genre de fille elle a beaucoup de bagages, là, tu sais, elle a un parcours, un bon parcours, un gros Je parcours. pense que ça vient avec le fait qu'elle a une, on va se le dire, elle a une tête de cochon, là, puis vous allez l'entendre dans le podcast, cette fille-là est déterminée, man, c'est fou, là, juste le bénévolat qu'elle a fait, l'implication, les 3, 4, 5 jobs, le fait de partir sur un coup de tête à Dubaï, quand t'as jamais été là, puis tu te ramasses là-bas 3 semaines après à ramasser une équipe que t'as aucune idée de ce que tu vas avoir entre tes mains. Fait que je pense que vous allez avoir bien du fun dans le podcast aujourd'hui. Vous allez découvrir une fille authentique, une fille qui est vraie, une fille qui est déterminée. Puis je pense que... comment tu dis? Une fille d'ici, tu sais. Oui, ben c'est ça, tu sais, une fille d'Elmer, une fille de la région. Puis je pense qu'on va enlever le mot fille de notre discussion, puis vous allez le voir dans le podcast, parce que ça aurait pu être un gars, une fille, peu importe le genre, qui aurait ce parcours-là, et ça serait tout aussi impressionnant. Cette personne-là, vraiment, c'est une belle... J'ai un beau coup de cœur en ce moment dans le podcast aujourd'hui, puis j'espère que vous allez l'avoir vous aussi. Fait que si vous avez manqué nos autres épisodes, il n'est pas trop tard pour aller les réécouter sur nos différentes plateformes, sur entre autres Spotify, on a sur YouTube, bien sûr, aussi. Fait que allez commenter, allez partager et sans plus tarder, notre invité d'aujourd'hui, Rosanne Joly, originaire d'Elmer, qui a déménagé à Dubaï, qui tourne autour de la NBA. Voici notre 6e épisode des Mêlées du sport. Rosanne Joly, salut, comment ça va? Allô, ça va super bien, vous autres? Cool. Merci. Merci de prendre le temps de nous jaser. Là, avant de rentrer un peu plus dans la conversation, il faut qu'on sache, parce que là, madame, t'es international maintenant. Est-ce que t'es rendu à Dubaï ou est-ce que t'es revenu chez nous à Gatineau? Là, je suis de retour à Gatineau, en Outaouais.
depuis quelques semaines. J'ai terminé ma fameuse quarantaine à l'hôtel. Merci, gouvernement canadien. Oh yeah! C'était super bien organisé. Oui, ça l'a surtout pas coûté cher. Mais ouais, je suis de retour après une saison à Dubaï avec l'école de la NBA. C'est quand même assez exceptionnel. En faisant la recherche pour le podcast d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que tu avais un parcours quand même assez étoffé et que ce qui s'en venait en avant était encore plus intéressant en étant collé, entre autres, avec la NBA. Mais si on part à la base, Rosanne Joly de Gatineau qui a été à l'école ici, qui a fait son sport amateur ici. Résume-nous un peu ton parcours de sport. Ça ressemble à quoi? Mon parcours, ça a commencé honnêtement à un très jeune âge. Là. Mes parents, eux, ils ont toujours cru à l'éducation là, par l'entremise du sport. Donc, depuis 3 ans, là, je pense que je pratique les sports avec un ballon. Ça a commencé avec le soccer. J'ai toujours eu un talent naturel dans les sports. Je sais pas pourquoi. J'ai fait du soccer, du basketball, de la boxe dernièrement. J'ai eu des combats et tout. Mais le basket, ouais, c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 8 ans. À mon école primaire à Elmer, c'était le sport populaire. Je me suis mis à jouer, puis j'ai jamais arrêté. Puis par la suite, je suis arrivée à Nicolas Gatineau au sport-études, où est-ce que c'était dans le fond à chaque jour des entraînements de 1h30 à 2h, des matchs à chaque week-end. Puis malheureusement, quand je suis arrivée à l'Université d'Ottawa, après 1 an, j'ai subi une déchirure du ligament croisé antérieur qui a suivi une crise identitaire, blablabla. Mais je me suis transférée comme entraîneur parce que j'étais pas prête à dire au revoir au sport que j'aimais tant, qui m'a amené beaucoup. Mais jamais un jour j'aurais cru être entraîneur à temps plein. Je m'enlignais vraiment pas. Je m'enlignais vers nulle part. Là. Je vis la vie un peu de façon spontanée. J'attends les opportunités qui se présentent. Mais j'aurais jamais cru un jour que j'allais devenir entraîneur à temps plein. Ta blessure au genou, ta blessure au ligament croisé, c'est antérieur. Si on pense entre autres au hockey, c'est une convalescence d'une couple de mois, puis souvent, ils finissent par revenir. Est-ce que c'est vraiment ça qui a mis fin à ta carrière de sportive, ou est-ce que c'est le manque d'intérêt à un moment donné, ou juste le changement de voie qui s'est amené naturellement? C'est à la 2e déchirure qui est Si on compare au sport professionnel, eux sont capables en temps normal de revenir à l'intérieur de 6 mois. Quand c'est du sport amateur, où est-ce qu'on n'a pas les mêmes ressources, c'est vraiment de 9 à 12 mois. Donc moi, après 9 mois, je suis retournée au jeu parce que j'avais vraiment envie. Ma réhabilitation n'était pas prête encore. Donc après 7 mois, je me suis blessée une 2e fois. Puis là, je me suis dit que c'était, la vie, elle a une façon de faire les choses. Puis aujourd'hui, je crois vraiment que tout arrive pour une raison. Donc, c'était le temps pour moi de passer à autre chose, de devenir entraîneur. Est-ce que c'est dans cette période d'inactivité-là où tu as recommencé à avoir tes week-ends, où tu as découvert le pile-mile puis le viol un peu plus, j'imagine? Hein? Exactement, parce que j'avais 17 ans à ma première blessure, 18 à ma 2e, donc le viol, il m'attendait. Dis-moi, si demain matin, on crée un nouveau trio, là, le trio Rosanne Joly au Pile Mile, on va mettre quoi dessus? T'es-tu une fille de wings, de burger, de nachos, de pichet vert? Oh mon Dieu! C'est vrai, ça fait longtemps que je suis pas allée au Pile Mile. J'adore. En temps normal, quand j'y vais avec mes amis, c'est sûr, les ailes de poulet, ça c'est un must, le nacho. Mais moi, j'ai toujours aimé le Philly steak. Le sandwich Philly steak. Oh boy, Chen va être content, celle-là. Oui. On va le garder sur le menu. Oui, c'est ça. Ça a toujours été un de mes préférés. Je ne sais pas pourquoi. Avoue que tu aurais aimé ça avoir de la bouffe du Père Noël quand tu étais en quarantaine à l'hôtel. En ce moment, ça devrait faire partie de votre concept. Là, quand vous invitez quelqu'un à votre podcast, vous devriez lui faire livrer. Vous devriez faire livrer un repas. On prend note. On peut manger en même temps. Oui, c'est ça. Ça fait pas. Ben, écoute, au moins, on prend une petite consommation, nous autres, en attendant. Mais dis-moi, là, on a parlé, OK, bon, tu as commencé ton sport ici en région, ça va. Là, tu as
jouer, tu te blesses, tu découvres le vieux hall, mais après ça, t'as amorcé une carrière, bon, t'as fait beaucoup de bénévolat, extrêmement impliqué dans la communauté pour aider les jeunes. Ça fait longtemps que tu as ce désir-là de partager cette passion-là parce que c'est une chose de l'avoir puis de la jouer, mais de la transmettre à quelqu'un d'autre, ça prend ça prend quand même un dévouement. Oui, non, tu as raison. Honnêtement, je pense qu'elle a commencé au programme à Nicolas Gatineau parce que les entraîneurs, là, ils nous poussaient vraiment à faire des activités extracurriculaires, mais juste d'aider le programme parce qu'on faisait toute partie du même programme, que ce soit le basketball féminin, masculin. On était vraiment une grosse famille les années où est-ce que j'étais à Nicolas Gatineau. Donc, quand il y avait des matchs à tous les week-ends, tu sais, ils demandaient à tous les jeunes de faire le chronomètre, de faire le tableau, la feuille de match, à limite, être arbitre pour quand il y avait des tournois mini-basket et tout ça. Donc c'est venu naturellement. C'était quand il y a un besoin, tu sais, dans le fond, j'offre mon aide. Puis rendu au secondaire 4, secondaire 5, ils nous ont mis dans un programme pour commencer à coacher parce qu'ils voulaient avoir de plus en plus d'équipes, mais il y a toujours un manque d'entraîneurs, surtout au côté secondaire. Puis ça, je pense, c'est dans tous les sports, là, partout au Canada, partout aux États-Unis, en Amérique du Nord, sûrement en Europe aussi. Il y a toujours un gros manque d'entraîneurs. Donc, ils nous ont mis dans ce programme-là pour coacher les plus jeunes. Puis c'est là où est-ce que j'ai commencé. Ça a été ma première année, ça a été terrible. J'avais 16 ans. Même, j'ai le goût de dire 15 ans. On m'a donné une équipe Benjamin. Mais tu sais, la dernière équipe Benjamin, ou est-ce que c'est comme les parents qui les mettent là parce qu'ils veulent pas les avoir à la maison? Ils se disent qu'ils vont passer 2-3 heures de plus à l'école. J'avais 2 filles délinquantes, mais littéralement, le délinquant qui était dans un centre de délinquance quand il n'était pas à l'école. Moi, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, je me retrouve avec des filles qui sont inutiles, des parents qui sont incompréhensibles. En tout cas, honnêtement, après une année comme ça, je m'étonne encore d'avoir continué à coacher, mais j'ai appris énormément cette année-là. Puis j'ai toujours continué. Dans le fond, la seule année que j'ai pas entraîné, c'est l'année que j'ai joué au basket à l'Université d'Ottawa parce que là, j'étais plus capable de jumeler les deux. Mais après ma blessure, je me suis remis dans le coaching. Puis c'est vraiment plus par passion que tu fais ça. Là, Oui. il y a pas le côté monétaire, ça n'a pas dû être très, très. C'était zéro. C'était zéro. C'était rien. Et voilà, ça règle la situation. Non, mais c'est. C'est parce que je le faisais de façon bénévole, parce qu'il y avait un besoin, parce que moi, ça me tenait occupée aussi, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a eu besoin d'un horaire chargé, surtout après que le sport soit terminé. Là. Je passais j'ai des entraînements à tous les soirs, je suis partie tous les week-ends je fais plus rien. J'avais besoin de rester active. Donc oui, c'était juste de façon bénévole. Là. J'avais jamais cru un jour que je ferais ça à temps plein. Même que, tu sais, j'avais commencé, j'ai vraiment passé du bas de l'échelle jusqu'en haut de l'échelle. J'ai commencé au Benjamin cadette juvénile, j'ai commencé à faire du bénévolat au cégep. Puis après ça, j'ai fait du bénévolat 3 mois à l'Université d'Ottawa jusqu'à temps que l'entraîneur adjoint décide de retourner, il a donné sa démission. Puis on m'a offert le poste parce que j'étais là tout le temps pendant 3 mois, même si je le faisais juste de façon bénévole. C'est le fun, dans le fond. Finalement, ça a payé à long terme. Oui, c'est ça. C'est d'être au bon endroit au bon moment. À ce moment-là, je travaillais en Natation Canada. Puis j'ai presque... en fait, j'ai eu une petite rencontre avec mon employeur pour dire que je n'étais pas assez présente au bureau, mais c'est parce que je pensais... pour aller traîner les autres, tu sais. Je partais du bureau en douce. Je faisais très bien mon travail, par exemple. Je partais du travail en douce pour aller faire des entraînements individuels, pour pas manquer une séance de vidéo. J'étais une éponge, je voulais tout apprendre. Mon employeur du temps, il appréciait pas ça nécessairement. C'est pas le seul coach de basket qui se pointe pour un entraînement à maillot de bain avec les cheveux mouillés. avec mon suit de speedo. mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu as décidé que peut-être que tu as peut-être une opportunité de faire carrière en coaching? Ou est-ce que tu as dû peut-être prendre une décision par rapport à ta job à Natation Canada? Puis, mais je me lance en coaching au basket, là. Oui, c'est intéressant comme question parce que moi, à ce moment-là, je voulais encore travailler pour Canada Basketball. Ça faisait des années. Quand j'ai gradué,
que je travaillais au gouvernement fédéral comme étudiante. Je savais que je voulais pas travailler au gouvernement. J'ai accepté une job qui était 2 fois moins mon salaire du gouvernement. Puis au gouvernement aussi, là, c'est un super bon salaire, on a des belles conditions, puis tout ça. Puis moi, je sais que ma job, ça a besoin d'être quelque chose de passionnant parce que sinon je fonctionne pas. Donc, j'ai accepté une job à un salaire vraiment plus bas, à Football Canada en premier. Dans l'optique que, OK, bon, ben ça, c'est mon premier job dans le monde du sport. C'est pour une organisation sportive canadienne qui est similaire au Canada, à Canada Basketball. Puis je m'enlignais vraiment pour ça. Puis par la suite, j'ai transféré de Football Canada à Natation Canada après 3 ans et demi. Parce que Natation Canada, même si c'est un sport individuel, mais c'est un sport olympique. Puis ça fonctionne pas. Le financement, il est pas le même. Le football américain, ce sera jamais un sport olympique. Ben, du moins, je sais pas, là, mais je pense pas. Ça serait vraiment difficile. Donc, j'ai décidé de passer à un sport olympique pour en apprendre plus. Puis c'est 6 mois plus tard que j'ai été offert l'emploi à l'Université d'Ottawa. Puis je commençais un peu à faire de sport avec Canada Basketball parce que je suis une fille de l'Outaouais. J'ai pas les contacts à Toronto. J'avais appliqué à maintes reprises pour des emplois où j'avais 100% les qualifications. Même j'appliquais pour des emplois où est-ce que j'avais trop de qualifications pour ces postes-là, parce que c'était mon rêve de travailler là. J'ai assisté à tous les événements. En tout cas, j'ai tout fait. Puis on m'a jamais renvoyé un courriel pour me dire merci d'avoir appliqué ou quoi que ce soit, mais rien. Donc ouais, quand on m'a offert la job comme entraîneur à temps plein, j'ai sauté sur l'occasion parce que je me disais, ben peut-être que ça va être une autre lignée. Peut-être que ça va débloquer. Ouais, c'est ça, pour se rendre à cet objectif-là. Puis tu vois, aujourd'hui, je dénigre pas du tout Canada Basketball. Là. Ils ont des employés super qualifiés et tout, mais tu sais, aujourd'hui, je travaille pour un programme de la NBA, puis c'était peut-être ça qui m'attendait au bout de l'année. Tu sais, on pourrait te qualifier d'acharné, de tête de cochon, de têtu, parce que clairement, le refus, toi, le non, ça part pas. Hein? Je suis quelqu'un de super impatiente. Ouais. Non, j'ai parce que tu pourrais en témoigner. Est-ce que c'est vrai, ça? J'ai de la difficulté. Je suis impatiente parce que je refuse de me faire dire que j'ai pas assez d'expérience, mais j'ai le vouloir. Moi aussi, je sais, OK, peut-être qu'il me manque ça, mais je sais qu'à l'intérieur de peu de temps, je vais l'acquérir, cette expérience-là, comme donnez-moi la chance que je suis là. Tu es capable de l'avoir. C'est ça. Mais en même temps, ben oui, parce que, tu sais, c'est pas des emplois, tu sais, où est-ce que j'ai besoin d'un bac en médecine, tu sais, j'ai pas besoin d'un doctorat ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est des jobs dans le monde du sport que tu sais, j'ai le vouloir d'apprendre, puis j'ai des idées et tout. Mais en même temps, c'est compétitif. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui veulent ces emplois-là. C'est sûr. Et là, tu as été assistant coach pendant 3 saisons avec les GGs, médaille de bronze, entre autres, 3e place une année, qui reste un moment marquant de ton passage avec les GGs. Tu as semblé de te bâtir une belle relation avec les filles, avec l'organisation. Je regardais les mots et les articles de presse lors de ton départ. Vraiment, on dirait vraiment que tu as marqué les GGs. Ah, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Je pense que oui. C'est touchant, là. J'en ai des frissons. J'ai tellement appris pendant ces 3 années-là. J'ai eu la chance, honnêtement, d'avoir le rôle d'entraîneur adjoint. Parce que mon rôle principal, puis autant que, dans le fond, mon rôle principal, c'était de supporter l'entraîneur-chef, que lui, c'était tout ce qui est préparation pratique, entraînement, préparation de match contre les équipes et tout ça, je le supportais là-dedans, mais moi, j'agissais plus comme team manager. Puis en général, on avait entre 16 et 17 athlètes. Puis j'étais le point de contact pour n'importe quoi. Tu sais, s'il y avait une fille qui devait manquer un entraînement parce qu'elle était malade, si elle cherchait de l'information pour les bourses d'études. C'est toi qu'elle appelle. Ouais, s'il y avait besoin d'un logement parce qu'il ne trouvait pas un appartement, si n'importe quoi, là, il y avait une peine, le cœur brisé à cause d'un petit garçon. J'étais tout le temps le premier point de contact. Fait que veux pas, tu crées un lien vraiment serré, de façon individuelle aussi, là, tu sais, c'est pas juste de façon collective. Et que ça m'a vraiment fait mal au cœur quand je suis partie, parce que je trouvais que
Je trouvais ben, tu sais, c'était le temps pour moi de partir aussi après 3 ans. En général, on dirait en ce moment, c'est ça le pattern. Je reste dans un emploi environ 3 ans. Parce que je suis quelqu'un d'impatiente, puis je veux apprendre. Puis que j'ai stagné, ben là, c'est prêt. J'ai besoin de quelque chose d'autre, de plus de motivation, de challenge. Mais c'est aussi avec l'Université d'Ottawa que j'ai commencé mon organisme. C'est eux qui m'ont permis, dans le fond, c'est avec eux que j'ai fait mes 2 premiers projets. Puis s'il n'avait pas été ouvert d'esprit, puis s'il n'avait pas embarqué là-dedans, mais tu sais, Basket Plus aujourd'hui, peut-être que ça n'existerait pas. Donc ils m'ont permis d'évoluer mon organisation, mais en même temps d'offrir ces expériences-là aux étudiants athlètes qui ont vécu des voyages assez extraordinaire, oui. C'est un beau tremplin pour lancer justement tes autres projets on the side. Parle-moi un peu plus de Basket Plus, organisme à but non lucratif qui est là pour aider à développer le basketball dans les communautés qui ont un peu plus de misère financièrement. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes-là? On bâtit des infrastructures durables. Dans le fond, on crée un partenariat avec des organisations qui font un travail impeccable, super beau, dans le fond, puis c'est vraiment pour les jeunes, mais qu'ils n'ont pas nécessairement le support financier, parce que c'est des organisations qui sont dans des pays défavorisés ou dans des pays où est-ce que le sport est vraiment pas priorisé. Donc, ils font des travaux super pour encadrer les jeunes, mais des fois, ils ont pas nécessairement l'argent pour accomplir tous leurs projets. Donc, on cible ces organisations-là, on crée un partenariat, on met un projet sur pied. Donc, pour moi, c'est vraiment important que ce soit quelque chose un besoin. C'est qu'on n'arrive pas là, qu'on décide de changer, puis on pense à tout ce qui est white savior, puis ces trucs-là, c'est vraiment pas l'objectif. C'est vraiment, pour eux, c'est quoi leur prochain besoin? OK, c'est la construction d'un terrain de basket extérieur, cool. C'est la construction d'un complexe sportif, c'est un puits, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, les options sont vraiment infinies. C'est sûr que ça doit être quand même un objectif financier réalisable parce que avec ça, on associe une équipe sportive en temps normal universitaire. Au Québec, ça pourrait être cégep. On essaie que ce soit des jeunes de 18 ans et plus pour des questions légales de collecte de fonds puis de voyage à l'international. Puis sur le long de leur saison, ils ont 6, 7, 8 mois pour amasser l'argent pour leur objectif. Puis nous, on fournit dans le fond un gestionnaire de projet, des campagnes de financement. En temps normal, on sait, tu sais, c'est des étudiants athlètes, ils vont à l'école, ils pratiquent un sport. Des fois, il y en a qui ont des emplois à temps partiel. C'est déjà des gens hyper occupés. Donc, on fournit les campagnes de financement, tout ce qui est derrière la coordination. Un clé en main. Ouais, c'est ça. Puis à la fin, une fois qu'ils ont amassé l'objectif, ils peuvent aussi participer à un voyage pour rencontrer, dans le fond, la communauté à qui le projet va bénéficier. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Puis ça, c'est Québec-Ontario, c'est pan-canadien? C'est pan-canadien, même que là, on est sur pause à cause de la COVID. Mais dans tout juste avant la COVID, il y avait des gens de l'Italie, il y avait des gens des États-Unis, il y avait des équipes sportives d'un peu partout dans le monde. Ça l'a explosé. Puis, tu sais, on est rendu, là, notre 3e projet, on a dû le mettre sur pause. On allait tout juste, il restait 1 mois. On partait, j'étais tellement triste, on partait le 29 avril pour Ouganda avec le basketball féminin de Ryerson. Puis le confinement a commencé le 14 mars. J'ai tellement pas voulu y croire parce qu'on l'a senti venir un peu là, avant le confinement. Mais on dirait au Canada, on était informés comme les derniers. Mais il y avait des filles de l'équipe de Ryerson qui m'écrivaient Hey Rose, tu sais, est-ce que tu es au courant de tout ça? C'est quoi qui se passe? Là? Je dis ben non, ça va être bien correct. Et puis finalement, dans le détour, on s'est fait pogner comme tout le monde. On a dit l'annuler, mais puis là, c'est 1 an plus tard, puis on reçoit tout juste les remboursements des billets d'avion et tout. Ça a pris du temps. Mais il va être reporté. Là, je suis encore en bon terme avec l'entraîneur et tout ça. Donc, aussitôt que on pense, cette année, c'est sûr que non, mais en 2022, on complète ce projet-là. Puis on a encore 1 an et demi pour préparer les prochains projets. Donc, j'espère pour cette année-là, on va en avoir au moins 4. 3 ou 4 pour relancer le tout. Puis ça va être, c'est ça, c'est pour toutes les équipes au Canada, même aux États-Unis, en Italie. Je pense que, en tout cas, je veux pas trop espérer, mais c'est un modèle qui fonctionne super bien.
Puis je pense que ça peut devenir mondial éventuellement. Ouais. Mais c'est un pas à la fois, on veut s'assurer de bien faire les choses aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner avec des voyages internationaux, avec des projets internationaux, donc on s'assure de bien faire les choses. Puis, Es-tu seul à gérer ça? T'es pas tout seul là-dedans, j'imagine? Je suis pas toute seule. On a un conseil d'administration. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui veulent s'impliquer au point où est-ce que, comme en ce moment, tu sais, j'ai rien à leur offrir parce qu'on est encore petit. Mais non, j'ai un conseil d'administration super bien bâti avec les gens que, dans le fond, les mentors à qui, quand je voulais partir d'une organisation puis je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai travaillé aux affaires internationales quand j'étais encore étudiante, quand je travaillais au gouvernement fédéral en étant étudiante. Donc, je me suis fait des contacts là qui ont l'expérience du développement international. Là, c'était du brainstorming et tout ça. Puis là, un jour, il y a eu le déclic. Puis c'est devenu Basket Plus. Est-ce que tu dors des fois? Parce qu'elle te regardait aller, je veux dire, t'as quand même un jeune âge, t'as 31 ans. La fille, elle a une fondation, tu sais, elle coach à droite, à gauche, elle voyage. Je veux dire, ton rythme de vie a l'air quand même assez effréné. Ouais, mais ça a été des gros sacrifices aussi. Mais, tu sais, je dis des sacrifices, mais pour moi, j'ai jamais considéré ça des sacrifices. Mais exemple, tu sais, un vendredi soir, tout le monde sort au Palmel. Moi, je reste à la maison parce que j'ai besoin de me reposer. Tu sais, le vendredi, j'ai la semaine dans le corps. Puis, fait que c'est des sacrifices sociaux que j'ai fait pour monter ça, pour monter une bonne fondation, puis c'est la même chose. Quand je suis vraiment décidée par rapport à quelque chose, je mets corps et âme, puis je m'assure que ça se réalise. Je me souviens quand j'étais encore aux États, j'étais encore à l'université, j'avais 23 ans, puis j'étais décidée à vouloir acheter un duplex. Là, je parlais à plein de monde. Il y a plein de monde qui me donnait plein d'informations, puis tout ça. Puis ma dernière année universitaire, j'étais à l'école à temps plein, puis je travaillais, je sais même pas si c'est légal là, ce que j'ai fait, mais je travaillais à 2 ministères. Au gouvernement, j'avais 2 jobs au gouvernement. Je sais même pas si c'était possible. J'ai été capable de trouver une job où est-ce que c'était pendant le jour. Puis aux affaires internationales, vu que c'est les affaires internationales, la réception était ouverte jusqu'à 7 heures le soir. Donc, je travaillais de jour. Je pense que mon chiffre, c'était de midi à 3. J'avais des cours le matin. Après ça, je travaillais de midi à 3 aux affaires. Là, je veux pas genre aux de affaires autochtones. Puis après ça, mon chiffre, puis j'avais un chiffre de soir c'était une job étudiante comme réceptionniste à l'ACDI. Puis c'était à 5 minutes de marche. En tout cas, bref, j'étais à l'école à temps plein. Je travaillais à temps plein 40 heures parce que je voulais mettre un certain nombre d'argent de côté pour m'acheter à l'intérieur de certains temps. Je voulais m'acheter un duplex, puis je l'ai fait. Et ça veut dire que pendant 1 an, puis je coachais aussi à ce moment-là. C'était une année, ouais, c'est ça, c'était une année. C'était une année de fou. Est-ce que, tu sais, j'ai pas vu beaucoup mes amis, tu sais, j'ai pas sorti beaucoup, puis tout ça. J'avais un objectif en tête, mais je voulais l'accomplir. Qui a été payant, on ne se le cachera pas. C'est un bon move d'affaires d'acheter un duplex dans ces années-là aujourd'hui. Puis là, OK, fait que si on revient un peu au coaching, alors que tu étais avec les JG, tu étais assistant coach, explique-moi comment tu t'es ramassé dans cette espèce de concours-là pour graviter autour des Raptors qui étaient, écoute, au sommet en ce moment-là. Est-ce que tu t'es toi-même... Premièrement, attends, on va recommencer par la base. C'était quoi le concours? Explique-nous exactement c'était quoi l'offre que les Raptors avaient. C'est un programme qui existe depuis... Maintenant, ça va faire... Ben là, l'année COVID, on la compte pas. Fait que, mettons 3 ans. OK. L'année, dans le fond, que moi, je l'ai appliqué, ça allait devenir la 3e année que ça existe. Puis ça s'appelle le Wayne Embry Fellowship. Puis c'est vraiment, vraiment cool comme programme. Dans le fond, c'est les gens des Raptors, parce que c'est la seule franchise canadienne. Ils ont voulu mettre quelque chose sur pied pour démontrer le talent canadien. Donc, c'est ça, c'est des Canadiens qui peuvent appliquer pour le programme. Puis c'est un an rémunéré. Écoute, je connais tellement plein de monde qui ferait ce programme-là pour gratuit, mais eux, ils ont décidé de faire un an rémunéré. Puis c'est sous forme de rotation. Donc, quand tu commences, tu peux indiquer un peu c'est quoi tes préférences. C'est-tu le coaching, c'est-tu le marketing, est-ce que c'est le scouting? Puis à partir de là, ils te forment comme une espèce de rotation de 1 an où est-ce que tu passes un peu plus de temps dans ce qui t'intéresse le plus. Okay. Mais après ça, t'as 10 autres
sujets. Dans le fond, tu passes, tu sais, moi, exemple, ça aurait été le coaching. J'aurais passé 5 semaines avec Nick Nurse, puis son équipe de coaching. J'aurais été comme observatrice, j'aurais été à tous les entraînements, j'aurais été à tous les meetings de coach, j'aurais participé à toutes. Puis ça allume aussi le Raptors 905, qui est l'équipe de la G-League. Puis après 5 semaines, je passe avec l'équipe marketing. OK, c'est quoi la commande de vêtements, c'est quoi le We the North, comment ils sont venus avec cette idée-là. Après ça, tu passes 2-3 semaines avec le scouting. Puis là, est-ce que c'est vidéo? Est-ce que c'est le scouting des équipes secondaires américaines? C'est qui les prochains All-Stars de la NBA? Là, c'est un problème de fou qu'après 1 an, dans le fond, tu as les connaissances d'un directeur général. Puis après ça te met vraiment en bonne position parce qu'avec tous les contacts que tu fais, tu voyages un peu aussi là-dedans. Là, ils te font voyager, pas nécessairement pour les matchs. Les matchs, je pense pas que tu voyages, mais il y a des événements pendant l'année, le All-Star Game, l'été, il y a le Summer League event, comme il y a plein d'événements qui font voyager. Fait qu'il faut que tu sois quelqu'un qui a de l'entre-gens, qui est capable de développer ces relations-là. Puis après 1 an, il te donne une petite pousse. C'est pas garanti qu'il t'offre un emploi, mais ils te mettent dans une vraiment bonne position pour en avoir une. Fait que là, tu présentes ta candidature toi-même. Et là, c'est quoi le reste de la suite? Tu reçois un appel, tu reçois un email, tu reçois... Oui, mais en fait, j'ai donné ma candidature parce qu'il y a quelqu'un sur Instagram. Puis j'étais chez moi, je me souviens comme si c'était hier, honnêtement, j'étais chez moi dans mon salon, on venait tout juste de finir le championnat. Est-ce qu'on venait de gagner? On venait de gagner la médaille de bronze au championnat national. OK. Fait que la saison est terminée. On termine ça sur un high. T'es sur ta bulle, t'es dans ta bulle, t'es sur ton nuage. Ouais, c'est ça. Je suis fatiguée, comme ça se peut pas. C'est long, une saison, pour vrai. Je relaxe, je suis dans mon fauteuil. Puis là, je reçois un message sur Instagram d'un monsieur qui me suivait depuis quelques temps, qui aimait vraiment ce que je faisais, là, mon implication communautaire et tout. Puis il me dit « Hey, écoute, je te connais pas, moi je suis un entraîneur d'Hamilton. J'ai vu cette vidéo-là passer, puis j'ai tout de suite pensé à toi. » Puis c'était le vidéo promotionnel pour cette internship-là. J'étais comme « Ah, ok, cool. » Je regarde la vidéo, puis là, j'étais comme « Oh, wow, ça a l'air comme vraiment, vraiment cool comme programme. » Fait qu'on est resté en communication. Tu sais, grâce à lui, j'ai vécu vraiment plein de belles choses. J'ai même, tu sais, on s'est jamais rencontrés en personne, mais je devais créer une vidéo de 2 minutes pour dire pourquoi je serais un candidat méritant pour avoir cette position-là, puis tout ça. Puis je lui envoyais une fois de temps en temps pour qu'il me donne du feedback de comment il pensait que la vidéo était, puis tout ça. Puis je l'ai soumis. Puis là, ça a été un processus assez spécial parce que cette année-là, les Raptors, ils ont gagné le championnat mondial. On s'entend que là, tu te ramasses avec les champions, t'es dans... Ouais, mais le premier courriel qu'on a reçu, l'entrevue devait être au mois de mai. Puis je sais pas comment ils ont pensé ça, mais ça devait être au mois de mai. Mais là, ça n'arrêtait pas d'être repoussé d'une semaine. Ils pensaient qu'il arrêtait pas, quoi. Il y avait vraiment confiance dans leur performance. Il n'arrêtait pas de repousser l'entrevue. Puis là, entre-temps, moi, je devais aller en Ouganda pour préparer mon projet aussi. Là, il a fallu que je change mes dates de voyage pour finalement les avoir changées pour absolument rien parce que ça continue. Les Raptors ont continué à gagner, Notre entrevue, elle a été seulement au 26. Ça, sans le savoir si c'était choisi. Je veux dire, tu repoussais tes dates, mais tu ne savais pas si tu l'avais, là. J'étais une des 8 candidates. OK, donc tu avais déjà eu. À ce moment-là, j'avais eu une je comprends. Okay. J'avais eu une invitation, ils m'avaient félicité. J'étais une des 8 candidates cette année-là sur une centaine d'applications. Donc je voulais pas manquer ça, je savais que je voulais pas manquer ça, fait que ça m'avait coûté comme des sous changer un billet à Ouganda là. Mais finalement ça a super bien fonctionné. On arrive là, dans le fond c'est vraiment cool, l'entrevue c'est sur 3 jours, où est-ce que tu es au centre OVO, où est-ce que c'est le centre de pratique des Raptors, où est-ce qu'il y a tout le front office, et dans le fond, tu sais, Masai, son bureau il est là, tu sais, Teresa, la vice-présidente, son bureau il est là, tu sais, tout le bureau seulement des Raptors, parce qu'eux, ils font partie de MLSE, si je me trompe pas. Fait que c'est vraiment juste les Raptors, les 2 terrains de pratique, c'est genre super beau. On s'est fait nourrir sur les lieux. Au 2e étage, il y a le chef
qui fournit les 3 repas par jour aux athlètes professionnels. On a mangé ça, c'était délicieux. Ils nous ont vraiment traités comme des rois. Là. J'étais genre à la meilleure hôtel de Toronto. Je suis arrivée en train. Comme c'était vraiment, vraiment cool comme programme. Puis il y avait 3 choses. On devait présenter une présentation. Au départ, ils nous ont donné, je pense qu'il y avait 5-6 sujets. On devait en choisir un, puis on devait présenter une présentation de 10 minutes sur le sujet. Puis ça, c'était devant tout le staff. Oh. Malheureusement, Vincent n'était pas là, mais c'était devant tout le staff pratiquement des Raptors. C'était vraiment stressant. Puis en plus, moi, j'étais la première. Fait que là, j'arrive, puis c'est un petit amphithéâtre, il y a une trentaine de personnes. Je connais personne, tu sais, je viens de Gatineau. J'ai jamais rêvé un jour de faire partie de l'organisation des Raptors. À la limite, je connais même pas comme tout le staff. Là, je suis un peu un imposteur c'est les gens qui appliquent pour ce programme-là. C'est sûr que depuis qu'ils ont 5 ans, ils savent qu'ils veulent travailler pour la NBA. Moi, je suis là, puis je suis comme, j'ai les qualifications, tu sais, j'ai les qualités pour le faire, mais je suis une femme, c'était pas mon objectif, mais l'expérience était vraiment cool. Ils ont vraiment aimé ce que j'ai présenté. Puis malheureusement, j'ai pas été la personne qui a été choisie pour le internship, mais je suis restée en super bon contact avec la plupart des gens. Tu sais, c'est cool de savoir que j'ai une question, j'ai besoin d'informations, puis j'envoie un message, un courriel à Teresa, qui est la vice-présidente, puis à l'intérieur de 30 secondes, j'ai déjà une réponse. Je suis encore en contact. Ça s'appelle le Wayne Embry Fellowship. Wayne Embry, qui a une histoire de fou. Là. C'est le premier Afro-américain à avoir une position de directeur général dans la NBA. Il a joué dans la NBA aussi dans les années 60. Il a vécu le racisme de malade dans le sud des États-Unis. Il a vécu vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est quand même âgé. Là, je pense qu'il a 85. Mais lui aussi, je suis encore en contact avec lui. Ça fait des beaux mentors. Pardon? Ça fait des beaux mentors d'avoir ces gens-là dans ton entourage. Oui, puis le vice-président aussi. Aujourd'hui, il est rendu vice-président des Raptors 905, la G-League, Courtney Charles, que lui, c'est un vrai mentor. On échange beaucoup. Donc oui, ça a été une expérience fameuse. Puis si c'était pas de ça aujourd'hui, je pense pas que comme j'ai pas appliqué pour l'emploi à Dubaï, mais on me l'a offert. Je pense pas qu'on m'aurait jamais offert cette position-là si c'était pas de ça. C'est vraiment, vraiment cool à entendre. Puis avoue que ça devait faire changement quand tu étais avec les GGs d'Ottawa, tout ce que tu vivais. Là, c'était comme là, tout le monde professionnel comparativement à. Tu penses à ça, c'est comme wow, ça devait être c'est 2 mondes complètement différents. Là. Puis là, Dubaï, là, tu t'es fait offrir un poste. Comment ça s'est passé? C'est qui t'a contacté pour ça? Je suis vraiment curieux de... OK, ben à Dubaï, il y a une ligue de basket, puis on a besoin de toi comme coach. Tu sais. Oui, mais encore une fois, c'est une question de circonstance. C'est tellement drôle comment la vie fonctionne des fois. Là, c'était en plein pendant la COVID. On devait être au mois de juin. J'envoie un message justement c'est une femme qui a travaillé pour Canada Basketball, que je suis depuis super longtemps, que c'est une exemple pour moi. On se connaît pas beaucoup, on s'était croisés quelques fois. Elle avait toujours full encouragé Basket Plus. Puis je lui envoie un message comme ça. Je disais, j'aimerais ça avoir du feedback sur. J'essaie de grandir l'organisation, puis j'essaie de créer des partenariats avec des programmes comme la nouvelle ligue africaine, le basketball BAL, le Basketball Africa League. Il y a une nouvelle ligue africaine professionnelle qui commence cette année. Elle devait commencer l'année dernière, mais elle commence cette année. Bref, j'essayais de voir si je pouvais pas créer un partenariat avec eux pour mes projets. Donc je lui envoie un message pour savoir si on peut avoir un appel Zoom pour que je lui montre le programme puis savoir son feedback. Est-ce qu'elle aurait des personnes contacts parce qu'elle travaille pour la NBA. Mais elle travaille pour le côté international de la NBA. On avait juste booké 30 minutes. Là, je savais que c'est une femme super occupée. Je voulais pas prendre trop de son temps. On se book 30 minutes. Finalement, l'appel a duré 1 heure. On s'est tellement super bien entendu. Elle m'a donné vraiment plein de conseils. Puis à la fin d'1 heure, elle me dit hey, écoute, il y a un poste qui est ouvert à Dubaï. Mais il n'a pas été annoncé encore. On cherche un coach. Bien, on cherche un coach féminin. Il cherchait spécialement un coach féminin.
Puis là, elle me demande, tu serais-tu intéressée? Puis là, tu sais, on est en pleine COVID. Moi, je suis en train de virer folle chez moi. J'ai rien à faire. Mais je suis encore employée. Tu sais, je suis chanceuse. Je suis encore employée à l'Université d'Ottawa. On essaie d'avoir des Zooms avec les filles, tu sais, de justifier notre emploi le plus possible. Puis ouais, c'est ça, je dis ouais, sérieux. Puis là, il commençait à avoir des rumeurs comme quoi que la Ligue U Sports, l'universitaire canadien, elle a été annulée cette année. Puis là, elle disait, ben, tu sais, ça serait vraiment une belle opportunité pour un an, justement, à cause du COVID, de faire ça. Puis je dis, ouais, je suis partante. L'affaire, c'est que j'ai rien entendu pendant, ça, c'était la mi-juin. Puis finalement, la mi-août, j'ai reçu un message WhatsApp du directeur technique là-bas qui me disait, écoute, je viens de voir ton résumé, t'es toujours intéressé? Puis là, je suis comme, oh my God, oui, c'est sûr que je suis intéressée. Puis il me disait, OK, ouais, la seule chose, c'est qu'il faut que tu sois ici dans 2 semaines. Oh, crap! J'étais comme, OK, tu sais, moi, il faut... J'ai plein de choses à faire. Tu sais, j'ai jamais j'ai beaucoup voyagé dans les dernières années, mais j'ai toujours vécu à Gatineau. Puis comme je disais plus tôt, tu sais, j'ai des immeubles à revenus puis tout ça. Je suis comme merde, j'ai plein de choses à gérer. Je peux pas juste partir de même jour au lendemain. J'ai un employeur que je respecte beaucoup, que j'aimerais au moins donner mon 2 semaines d'avis, de préavis. Puis mais tout s'est bien fait. J'ai demandé un peu plus de temps. Je suis arrivée. Je pense qu'on m'a appelé comme le 24 ou 26 août, puis le 10 septembre, j'étais dans un avion pour et tout ça sans même avoir un rôle établi. Je veux dire, toi, tu t'es pitché dans le vide avec un parachute sans savoir comment il allait ouvrir puis où est-ce que tu atterrissais exactement parce que le programme n'était pas encore à 100% établi quand tu as accepté l'offre. Oui. Ben oui, c'est ça. C'est dans le fond, le programme existe depuis septembre 2019. Puis pendant quelques mois, ils ont fonctionné, puis là, il y a eu le COVID. Donc, ça a mis fin aux activités. Puis là, Dubaï commençait à vouloir ouvrir leurs portes. Dans le fond, Dubaï, là, parce que c'est une population, 80% de la population, c'est des expats. C'est des gens qui viennent pas de là. Donc, de façon naturelle, l'âge est super basse. Je pense que la moyenne d'âge, c'est comme 35-40 ans. Le taux de mortalité est vraiment bas pour la COVID. Donc, ils réouvraient le pays aux touristes parce qu'eux, ils vivent strictement juste de tourisme. Donc, ils ont ouvert les portes et tout ça. Fait que eux, ils étaient prêts à repartir le programme. Il n'y a aucun autre programme des écoles de la NBA qui est ouvert en ce moment, sauf celui à Dubaï. Donc, ouais, je me lançais dans quelque chose. J'ai tellement pas posé de questions. Ça, on me le dit souvent, là, mais j'étais tellement excitée par l'idée de finalement, il y a quelque chose qui se présente que je suis sautée dessus. J'avais aucune idée avec qui j'allais travailler. J'ai pas posé de questions. Puis je suis arrivée à Dubaï, puis ça a été désastreux les 3 premières semaines. Oui, parce que l'adaptation était pas facile, parce que là, tu passes d'athlète semi-pro, on va le dire, là, universitaire, des filles traînées au quart de tour, tu dis bouge ça, fais ça comme ça marche. Mais là t'es pas là. Là, les jeunes que tu entraînes en ce moment ont quoi, entre 8 et 18 ans, c'est ça? Exact. Et puis leur niveau est comme de base, là. De base. Ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas entraîné les fondamentaux, mais honnêtement, c'est toujours bon pour un entraîneur de retourner aux fondamentaux. Mais la transition, elle a été tellement difficile, là. Juste la transition déjà là de déménager dans un nouveau pays, puis là, de s'adapter comme à une nouvelle culture qui est pas trop la culture du Moyen-Orient. C'est quand même super américanisé, mais tu sais, j'arrive là, je suis une femme, j'avais des craintes. J'avais pas des peurs, mais tu sais, on me dit quelques fois avant de partir, tu sais, Rose, avant d'ouvrir la bouche, tu sais, assure-toi de connaître ton entourage, puis de connaître l'histoire, puis tout ça. Puis j'étais comme, OK, tu sais, c'est bon. Moi, je pensais voir des choses qui allaient me choquer. J'ai pas du tout. Ça a super bien été. Mais avec les jeunes, j'ai été impatiente les 3 premières semaines. Ça m'a pris du temps à m'adapter. Pourquoi t'es pas capable de dribbler? Let's go, fais ça. Puis c'est ça, tu sais, je suis habituée de dire une chose une fois, comme tu viens de le dire, tu sais, de dire une chose une fois, puis que la personne est capable de l'assimiler tout de suite. Là, c'était, tu sais, c'est des débutants, là, tu sais, faut être patient, puis il faut leur offrir plus d'outils, plus d'angles différents, plus de trucs. Puis ça faisait longtemps, mais tu sais, un bon 3 semaines, puis après ça, j'étais correcte.
Fait que là, qui signe ton chèque de paye en ce moment? C'est-tu la NBA qui te paye? T'es-tu une employée de la NBA quand t'es là-bas? Parce que là, t'es revenu ici, on comprend que la saison est terminée et que t'es revenu à Gatineau, mais quand t'étais là-bas, c'est vraiment la NBA, t'étais une employée de la NBA? C'est un entre-deux. Je me rapportais à des gens de la NBA qui gèrent toutes les écoles, mais mon chèque de paye passait. Fait que dans le fond, eux, la NBA, parce qu'ils peuvent pas être là. Fait en ce moment, il y a des écoles. Dubaï, c'est la première école au Moyen-Orient. L'objectif, c'est de agrandir. C'est la première, mais ils veulent ouvrir en Égypte, au Liban, un peu partout au Moyen-Orient. Il y en a une en Grèce, il y a une école en Chine, il y en a une au Mexique, au Brésil. Je pense qu'il y en a six au total. Mais la NBA peut pas être là. Puis ils veulent s'assurer aussi de connaître le marché et tout ça. Donc ils s'affilient à une compagnie qui gère déjà les sports pour cet âge-là. Donc moi, je suis comme mon chèque de paie vient de la compagnie qui l'utilise de tierce partie pour gérer ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est la NBA qui est venue te chercher quand même et qui t'a greffé après ça, ce système établi un peu. T'sais. Exactement, mais tu sais, j'avais des appels à chaque semaine, 2 semaines avec Henri qui s'appelle que lui travaille pour la NBA, puis c'est lui qui gère toutes les écoles, mais de Londres, de où son bureau est. What's next? Tu sais, je veux dire, là, t'es revenu, c'est le fun, puis tu sais, c'est difficile à dire, c'est sûr, là, puis on te regarde, t'es là, t'es pétillante, t'es tout sourire, je veux dire, les portes s'ouvrent en ce moment devant toi, là. Est-ce que tu sais, tu as eu un background de coach, tu as eu une espèce de mini-formation de DG, tu as goûté à du marketing. On sent que le sport professionnel t'habite et que c'est là-dedans que tu vas travailler. Est-ce que ça commence un peu plus à se dessiner, le plan devant toi? Ou? Je pense que oui. Je ne veux pas m'avancer trop là-dessus. Je pense que oui. Je pense qu'il y a des belles choses qui m'attendent. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que mon mentor, là, s'il pouvait parler français puis qu'il entendrait l'entrevue, je pense qu'il serait pas content. Mais il y a Courtney Charles qui est le VP des Raptors à nos fêtes, ça fait 2 ans qu'il me dit là, Rose, c'est quoi ton objectif? Mm-hmm. C'est quoi ta ligne? Puis là, il faut que tu travailles là-dessus. Puis là, je suis mais j'ai pas le goût de fermer des portes, j'ai le goût de les laisser ouvertes, j'ai le goût de savoir qu'il y a une opportunité qui va se présenter, puis que je suis prête à sauter dessus, puis que je vais aimer ça, puis que ça va me garder motivée. J'aime être entraîneur, mais j'aime aussi le côté business. Puis c'est ça qui m'a intéressé de Dubaï, c'est qu'ils m'ont offert les deux. J'ai 2 titres, dans le fond, je suis entraîneur et coordonnatrice des opérations. Ce qui fait que si je décide de rester là puis de retourner pour une 2e saison, je vais retourner comme entraîneur puis encore coordonnatrice des opérations, mais eux, ils ont comme objectif de mettre un peu coordonnatrice de toutes les écoles du Moyen-Orient parce qu'ils savent que j'ai l'expérience pour le faire. Puis c'est super touchant, puis c'est vraiment cool, puis c'est vraiment une belle opportunité. Je sais pas si c'est ce que je veux faire. Tu sais, Moyen-Orient, j'ai trouvé que là, t'as connu Dubaï, mais c'est différent un peu ailleurs. Oui, c'est ça. Puis avec la COVID, j'ai pas eu la chance de voyager dans les autres pays. C'est dommage parce que il y a plein de petits pays autour qui se font en voiture puis que j'ai pas eu la chance d'y aller. Peut-être un jour. Mais c'est loin. Tu sais, c'est ça. Tu sais, j'ai grandi à Gatineau. Je suis jamais partie. Dubaï, c'est 8 heures de différence. Je trouvais au départ que c'était le fit parfait parce que la plupart de mes projets avec Basket Plus sont en Afrique, puis Dubaï, c'est à côté. J'étais comme cool, je vais pouvoir connaître tout ça de là, mais je trouve le time change, je le trouve vraiment difficile. Puis là, surtout, tu sais, être loin de la famille, des amis, pour une première fois, tu sais, je trouve que je me suis bien adaptée, mais je suis contente d'être de retour à la maison maintenant. Mais j'ai appris vraiment beaucoup sur la gestion d'un programme. Fait que future directrice. Ben oui. Ben, on l'a presque eu. Mais je me vois. Ouais, Courtney Charles, faudrait pas. Écoute pas. Mais oui, je me vois comme directrice d'un programme. Je pense que j'ai le meilleur des deux mondes. Tu sais, j'ai beaucoup d'expérience dans le coaching, mais dans le basketball, dans le vidéo, dans la vision, dans la connaissance du sport, de ce sport-là, parce que j'ai réalisé avec le concours avec les Raptors que j'ai encore du chemin à faire, mais je trouve que je suis pas loin. Je trouvais que, comme ce que j'ai présenté, parce que je suis du genre à faire des choses, tu sais, je parle rarement
des choses que je fais, c'est souvent gardé. C'est pas des secrets, mais je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup des choses que je fais. Puis la compétition avec les Raptors, il y a personne qui est au courant. Peut-être parce que tu travailles 7 jours sur 7. Ouais. J'ai pas personne à qui parler, j'ai pas d'amis. Mais tu sais aussi, on regarde ton parcours, tu as vraiment beaucoup de bagages, puis tout ça. Puis dans le fond, c'est quoi ton plus gros sacrifice que tu as fait? C'est sûr que tu en as fait beaucoup. Puis c'est quoi, tu penses, c'est le plus gros sacrifice que tu as fait pour dans le fond, d'arriver là? Je sais pas, c'est une bonne question. J'essaie toujours de me dire que c'est pas... Pour moi, c'est pas des sacrifices parce que je fais des choses qui me rendent heureuse. J'ai longtemps eu un manque de confiance, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, dû au fait que je suis une femme, mais pour d'autres raisons aussi. C'est une excellente question. Je sais pas. Je pense pas que j'ai fait comme... je parlais des sacrifices un peu plus tôt parce que le vendredi soir, je sortais pas nécessairement avec mes amis parce que c'est vrai que pas aller au Pile Mile, c'est un gros sacrifice. Je manquais les ailes de poulet puis mon filet steak. mais je sais pas. J'ai un groupe d'amis génial. Je suis encore super proche d'eux puis ils me comprennent. Ça fait 20 ans que je suis amie avec ma meilleure amie. J'ai un groupe d'amis génial. Là, Chat, tu les connais. Ils me connaissent, ils savent que le vendredi soir, je suis fatiguée, fait que je sors pas. Ils savent que c'est juste dernièrement, je suis revenue dernièrement de Dubaï, et puis je me suis dit, je vais prendre l'été de congé. Oui, tout est fermé. Je suis déjà entraîneur à Laval 3 fois semaine. Je fais déjà... j'aide ma soeur, elle a une compagnie de gestion immobilière, je fais ça 20 heures semaine, je m'occupe de mes buildings puis tout ça. Puis le samedi dernier, il y avait un appel avec mes amis, puis on m'envoie un message, bon, à quelle heure t'es libre, Rosanne, samedi? Puis je leur dis, moi, après 4 heures. Mais là, on pensait que tu faisais rien cet été, finalement, j'ai des Je pensais choses à que Chap, là, il y avait beaucoup de projets, là, mais finalement, c'est rien. Chap, pas dans d'autres. Non, mais les sacrifices sont venus de toi, mais ils ont dû venir aussi de tes parents, veux pas, en étant une athlète de jeune âge comme ça, puis de haut niveau. Tes parents ont dû courir les gymnases à droite, à gauche, puis dépenser bien du cash dans les running shoes. Oui, le basketball, c'est un sport qui coûte pas cher. On n'avait pas beaucoup d'argent en grandissant, mais mes parents au secondaire, ils n'avaient pas le droit de manquer un match. Il n'y avait pas le droit. Il n'y avait pas le droit. Fallait qu'ils soient... ça ou c'est eux qui s'imposaient ça? Je pense que c'était mutuel. Je pense pas qu'eux voulaient manquer un match. Je voulais pas. Je pense que je me souviens une fois, ils m'ont annoncé. Je me souviens même pas pour quelle raison. Pour moi, c'était pas valable qu'ils viennent pas me voir jouer. Ça allait... excuse-moi, maman. Non. Mais c'est drôle parce que, quand j'ai arrêté de jouer, eux, ça a été un deuil aussi, là. Un deuil de voir leur fille jouer au basket, mais le social, veux pas, quand tu vas voir ta fille jouer ou tes enfants pratiquer un sport, tu rencontres les autres parents, tu socialises, tu fais ci, tu fais ça. Là, du jour au lendemain, eux aussi, il n'y avait plus tant ces interactions sociales-là. Quand j'ai commencé à coacher à l'Université d'Ottawa, ils sont venus voir tous les matchs locaux. Ouais, cool! Ouais. Oui, je dois beaucoup, je les ai pris pour acquis pendant des années. Le COVID, honnêtement, m'a ramené un peu sur terre, m'a fait réaliser ça. On s'est rapprochés vraiment beaucoup pendant le COVID. Donc, il y a des choses positives qui se sont passées, évidemment, pendant cette période-là. Je ne veux pas parler, évidemment, c'est beaucoup de privilèges. On vient pas, on est au Canada, on a eu beaucoup d'aide du gouvernement, mais je leur en dois beaucoup. Hey, écoute, sérieusement, Rose, je trouve ça tellement intéressant. J'ai 1 million d'autres questions. Je sais que ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Promets-nous que cet été... Excuse, moi, j'ai les pires écouteurs. J'arrête pas Écoute, cet été, nous, on va être toujours à la même place, là. Mais promets-nous, là, tu vas venir nous voir avant que tu prennes une décision. On va sûrement faire des lives, puis viens nous voir cet été sur la terrasse du Pile Mile, puis on veut entendre tes futurs projets pour 2021-2022.
C'est vraiment intéressant, puis on est vraiment content de t'avoir eu. Nous, on se sent privilégié de t'avoir eu dans notre podcast aujourd'hui. Là. Merci. Franchement, merci. Félicitations pour tout ce que tu as accompli, puis je sais qu'on fait juste commencer à entendre parler de toi. C'est vraiment gentil, merci. C'est des frissons. Je l'ai dit souvent pour vrai parce que je trouve que je suis jeune, mais je l'ai dit un peu plus tôt, là, je trouve que j'ai pas accompli tant que ça. Fait que pour moi, c'est vraiment touchant. Puis c'était sûr, Chap, aussitôt que tu m'as invité, c'était sans hésitation. J'allais dire oui, puis on est toute une gang de l'Outaouais. Donc pour moi, je suis vraiment fière. Là. Je sais qu'il y a des gens qui disent Gatineau, c'est plate. Ben moi, je suis fière de venir d'ici. Rosanne Joly, la Nick Nurse de Gatineau, c'est ça qu'on va dire pour finir là-dessus. Écoute, on te souhaite un beau parcours, puis pour vrai, c'est vraiment inspirant. Je pense que Chap a très bien résumé ça. Pour vrai, on va dire un immense merci. On va se croiser bientôt, puis on va continuer de suivre tes péripéties à travers le monde. Peu importe où ta job t'amènera, ben, tu auras la gang du Pipe, la gang de Gatineau derrière toi qui vont router pour toi. Elmer represent. Yes! Cool. Merci beaucoup, Rosanne. On te souhaite une excellente soirée. Merci, Rosanne. Merci, les filles.